Bonsoir à chacun, chacune, et merci de me donner l'occasion de présenter ces deux magnifiques livres, La littérature, une réponse au désastre, et Indemne, où va Moby Dick. Alors, comme vous savez, la bibliographie de Myriam Ouatté-Delmotte fait 48 pages, et donc il faut aller à l'essentiel. Donc, vous savez que Myriam Ouatté-Delmotte a été et continue des recherches au Fonds national de la recherche scientifique, FNRS. Elle est professeure émérite de l'UC Louvain, et elle a travaillé surtout sur Beauchot. Et ces derniers livres, donc, il y a Dépasser la mort, que vous connaissez certainement, qui a eu le prix triennal de littérature de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qui vient de sortir en poche. Voilà. Et je ne vais pas citer tous les livres, mais ces deux derniers, donc, vont faire l'objet de ce dialogue, de cet entretien. Donc, chère Myriam, merci d'être présente avec au moins ces deux livres. Tous tes livres, à mon avis, sont remarquables, d'une intensité rare et d'une culture étendue, qui émeuvent et qui enseignent, qui font réfléchir, avec des citations qui sont comme des petits cailloux blancs sur nos chemins de perdition ou de rédemption. Avec une bibliographie fournie, mais jamais envahissante, car mise en annexe, et chacune est libre d'aller regarder. Ce n'est jamais imposé. Peux-tu peut-être nous aider à mettre une petite mise à jour par rapport à ces derniers ouvrages, parce que tu as eu de nombreux prix, et je préférerais ne pas dire de bêtises. Des nominations, des prix, etc. Celui-ci avait eu le prix triennal de l'essai, et Indemne a reçu le prix Malesherbes. C'est un prix qui est donné à un ouvrage qui parle du livre, de la littérature ou d'un auteur. Voilà. Et puis c'est tout. Ils ont tous les deux, ces deux-ci ont été finalistes de prix à l'Académie royale, mais finalistes seulement. Malheureusement, je n'ai pas passé la barre du prix. Mais bon, le prix Malherbe, c'est déjà remarquable. Avec une telle bibliographie, parce que tu as tellement écrit, comment pourrais-tu te qualifier toi-même, par exemple par 3 adjectifs décrivant ton caractère? Je vais quand même essayer de répondre par rapport à mon travail. Alors je dirais que le mot, si je devais me choisir un mot qui me définit et qui définit ce sur quoi je travaille, c'est l'irrésignation. Ne pas désespérer, ne pas se laisser aller, ne pas tomber dans l'aquabonisme, ne pas se résigner, continuer à y croire. C'est pour ça que mon livre s'appelle Indemne, et que l'autre s'appelle Une littérature, une réponse au désastre, et que celui-ci s'appelle Dépasser la mort. Donc l'irrésignation, ce serait le premier mot. Il faut en trouver 3 qui désignent mon œuvre. C'est compliqué comme ça, à brûle pour point. Ton caractère? Mon caractère... Je viens de dire l'essentiel et je risque de me répéter. Donc je dirais sinon que je suis une chercheuse. Vraiment, j'adore la recherche, toujours découvrir, comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée à Ismaël, qui est le narrateur de Moby Dick. Moby Dick, vous connaissez cette histoire, donc c'est l'histoire d'un naufrage qui est dû à son capitaine. Le capitaine Achab s'est vu un jour la jambe arrachée par une baleine spécifique, elle est blanche. Et donc, depuis lors, il ne pense qu'à la vengeance, c'est-à-dire à tuer cette baleine qui l'a mutilée. Et dans son équipage, il y a un jeune mousse qui s'est engagé comme ça parce qu'il voulait... Il avait le blues et il voulait un peu changer d'horizon. Et il s'appelle Ismaël et je l'aime beaucoup parce que ce mousse, c'est quelqu'un qui veut toujours tout comprendre et contrairement
au capitaine Achab, il ne veut pas posséder des choses, ni les tuer. Lui, il veut juste les comprendre et découvrir et en savoir plus. Et dans le fond, il est toujours en empathie. Et il me plaisait beaucoup déjà quand j'étais étudiante parce que j'ai trouvé que tout le monde considère que Achab ou la baleine sont les deux héros. Pour moi, le narrateur était aussi héroïque que les autres et d'ailleurs davantage parce que grâce à lui, eh bien, il y en a au moins un qui s'en est sorti et qui a raconté l'histoire. Et puis voilà, ça c'est la deuxième chose que je pourrais dire. Une chercheuse. Et la troisième chose que je dirais en rapport avec mes livres, même si ce ne sont pas des livres d'enseignement, c'est que j'adore transmettre. Je suis une transmetteuse, c'est pour ça que j'ai voulu apprendre la littérature, c'est pour ça que je veux faire des livres maintenant. Je veux transmettre ce que la littérature a de magnifique, à savoir qu'elle nous permet d'élargir notre vie, elle nous permet de découvrir ce que nous n'aurions pas découvert sans elle, de regarder dans les rétroviseurs ce qu'il y a derrière nous, ce qu'il y a à côté de nous qu'on ne voyait pas, et ce qui nous permet de conduire plus correctement notre route, si je peux dire, de suivre plus correctement notre chemin sans embûches, sans erreur. Je pense que la littérature, transmettre la littérature, c'est aussi apprendre aux jeunes à comprendre que quand on écrit un livre, et il y a beaucoup d'écrivains ici dans la salle, donc ils vont tous très bien comprendre, si vous écrivez votre livre et que vous le publiez, c'est parce que vous voulez transmettre quelque chose. C'est parce que vous faites un pari, parce que vous ne savez pas qui va vous lire. C'est peut-être pas quelqu'un de votre génération, c'est peut-être pas quelqu'un de votre pays, c'est peut-être pas quelqu'un de votre langue, c'est peut-être quelqu'un qui va vivre dans 20 ans, 30 ans. Vous ne le connaissez pas, mais vous faites le pari sur le fait que quelqu'un va prendre du temps, et Dieu sait si le temps c'est important, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, il nous est compté notre temps. Et donc il va prendre son temps pour lire votre livre du début à la fin. Ce n'est pas comme la musique qui vient à vous même si vous ne la demandez pas, ou comme un tableau que vous voyez en une fois même si vous n'aviez pas pensé le regarder, il est devant vous et vous le regardez. Le livre, vous devez prendre du temps et de la concentration pour le décoder du début à la fin. Un livre s'adresse toujours à une liberté. Déjà, ça vaut la peine d'enseigner la littérature. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, tu anticipes magnifiquement sur les questions suivantes. Est-ce que pour toi, donc, c'est une nécessité intérieure d'écrire un essai ou un roman? Est-ce que c'est un plaisir ou un effort ou les deux? Oh oui, c'est les deux, ça c'est sûr. Un essai ou un roman, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que pour moi, c'était un pari encore plus fort que d'écrire un roman, parce que j'ai écrit toute ma vie, j'ai écrit des essais ou des travaux scientifiques. L'essai, c'est déjà un peu plus léger, parce que surtout chez Actes Sud, on veut pas de notes de bas de page. Donc bon, c'est déjà un peu plus léger, mais c'est de la recherche. Ça suppose de faire pas mal de recherches. Et ce qu'on nous demande, c'est d'avoir des compétences et d'avoir des méthodes d'approche de la matière qui nous donne un résultat objectif, partageable, parce qu'il est objectif. Par contre, quand on est dans un roman, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que mon roman sera bon si j'y mets mes émotions, qui n'ont aucune place dans ma recherche, et mes affects, qui n'ont aucune place dans ma recherche non plus. Là, c'est du neutre, c'est de l'objectif, c'est voilà. Le roman doit faire appel à tout ce que dans ma production scientifique, je ne peux pas faire jouer. Alors, il y a eu, pour moi, un moment intermédiaire, parce que le premier livre que j'ai fait, qui a un peu combiné le travail de recherche, qui pour moi est un plaisir aussi, hein, je le dis aussi, mais enfin, voilà, c'était ma vie, mais c'est toujours ma vie, mais combiner le travail de recherche et ce qui est de l'ordre de l'affect, c'est pour les 100 ans d'Henri Beauchot, Bertrand Pi m'a dit, vous devez écrire un livre pour le centenaire de Beauchot, et il faut que ce livre, tout le monde puisse le lire, les grands spécialistes de Beauchot, mais aussi ceux qui n'ont jamais lu une ligne de Beauchot. Donc je me suis dit, les 200 articles que j'ai écrits en langage scientifique, avec le jargon scientifique, une fois qu'il y aura un acte sud, plus personne ne va les lire, donc je dois redire des choses BA sur Beauchot. Comment je vais faire pour ne pas m'ennuyer? Et j'ai trouvé un truc qui était d'alterner des chapitres qui sont des chapitres comme je donnerais une conférence très objective et des passages où je faisais parler un personnage qui est un personnage de l'œuvre de Beauchot, mais qui est aussi un personnage qui a une existence qui a bien précédé l'œuvre de Beauchot, c'est la Sibylle.
Il n'y a même pas une Sibylle, il y en a 12. Et la Sibylle, c'est une femme qui parle de manière sibylline, n'est-ce pas? Donc elle est tout sauf explicite, le contraire du travail scientifique. Et elle est assez coquine quand même. Voilà. Elle reporte toujours l'interprétation de ce qu'elle dit sur celui qui l'écoute. Donc enfin, c'est une autre manière de travailler. Et donc j'ai fait ça, j'ai alterné des passages, enfin, des moments, des articles, enfin, pardon, des conférences qui donnaient lieu à des chapitres très objectifs avec des intercalaires, où c'était la Sibylle qui revenait sur tout. Elle revenait sur la vie de Beauchot que je racontais, sur les livres de Beauchot dont je parlais, mais aussi sur ce que je disais. Et donc ça m'a permis de dire des tas de choses autrement et de faire entrer les affects dans le livre. Et en fait, en tant que scientifique, j'ai créé un centre de recherche sur l'imaginaire. Parce que je suis persuadée que, évidemment, qu'il faut qu'on apprenne aux étudiants qu'il y a des méthodes pour ne pas faire dire à un livre n'importe quoi, pour être dans une rigueur d'approche du texte. Mais tous, quand nous lisons le livre, nous commençons à le lire avec nos affects, avec notre imaginaire. C'est ça que nous donnons au livre, c'est comme ça que nous le faisons vivre. C'est comme ça que nous pouvons entrer en interrelation avec ce que l'écrivain a dit. Et donc voilà, pour moi, cette manière de travailler, ça a été une manière de concilier les deux. Voilà. Parce qu'on sent qu'il y a un énorme champ de recherche derrière chacun de tes livres, puis il y a une culture phénoménale, qui est d'ailleurs le cas dans Dépasser la mort. Et donc ce que suggère ce livre ici, c'est que le désastre a toujours existé, puisque la mort et le mal attaquent l'existence, et que la littérature apporte des éléments qui aident à surmonter les tragédies. Donc il est structuré en deux parties, les témoins et puis les moyens d'action littéraire. Alors je ne sais pas si nous avons le temps de lire quelques extraits ou si tu préfères passer à Indem ou va Moby Dick, parce que j'ai sélectionné des tas de passages. Mais... Oui, on n'a qu'une demi-heure, donc voilà, je pense que la littérature, une réponse au désastre, en gros, ça théorise un peu ce que notre ami vient de dire. Parce qu'il a dit à un certain moment, mon haïku, c'était mon contrepoint. Eh bien voilà, la littérature, il y a des témoins. Ces témoins, comme vous avez dit, soit ils sont des témoins directs, soit ce sont des témoins indirects. Je donne toute une série d'œuvres qui mettent en jeu ce type de témoins directs ou indirects, ou de témoins imaginaires aussi, parce que parfois c'est juste imaginaire, mais ils ont bien raison de le faire, parce qu'ils nous transmettent des choses que sinon on oublierait. Et l'oubli, c'est la pire des choses. Donc je pense que oui, il y a un premier chapitre là-dessus. Et puis le deuxième, c'est vraiment, là j'étudie quels sont les moyens d'action d'un livre. Alors ses contenus, la manière de pouvoir symboliser les choses qui est important. Nous, les humains, nous avons besoin de symboliser les choses. Les formes et le dispositif qu'est le livre. Enfin, je mets tout ça en lien, et à chaque fois je travaille avec des exemples concrets. Je prends des exemples, des extraits. Est-ce que je peux lire un extrait ou tu préfères le lire? Comme tu veux. Eh bien, je vais le lire pour toi. Écrire en poète, c'est utiliser les finesses de la langue pour exprimer ce qui est au-delà des surfaces, creuser dans les profondeurs des silences, interroger plutôt que d'affirmer, sonder les cœurs, et non seulement les faits, donner une place possible à la complexité des situations, surtout intimes. C'est précisément ce qu'opère le volet fictionnel de Jan Karski, ou Jean Karski, dans lequel le point de vue narrateur épouse en toute subjectivité celui du témoin empêché de la Shoah, pour lui faire exprimer ce qu'il n'a pas explicité, à savoir ce qui lui permet de ne pas s'effondrer malgré son échec. Je cite. Je me disais, l'invivable règne, mais quelque chose de plus secret existe en même temps, une chose intacte qui résiste aux attaques et vous lance à travers la lumière. Fin de citation. Cette lumière, motif johannique s'il en est, apparaît par interminant sur fond d'obscurité dans des moments d'illumination. Et voilà qui rebondit. Voilà qui répond très bien à votre livre. Est-ce que pour toi, l'écriture fut et reste un moyen de faire face aux difficultés de la vie, parce que tu en parles dans ton livre? Oui, parce que c'est comme ça qu'est né ce livre-ci. C'est parce que mon meilleur ami s'est suicidé et que je ne savais pas
C'était le dernier auquel on pensait pour un suicide. C'était un homme qui avait une vitalité extraordinaire, une générosité extraordinaire, et puis voilà, il s'est suicidé, et je ne pouvais pas l'admettre. Il était jeune, il avait 50 ans, et ça faisait pas sens, et ce qui m'a permis de sortir de cette hébétude dans laquelle j'étais, c'est une phrase littéraire, qui n'a rien à voir avec un suicide d'ailleurs, c'est une phrase de Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne. Le héros sait qu'il a un cancer, donc, et il se dit, eh bien, voilà, j'essayais de savoir ce que je serais à 50 ans, à 60 ans, et rien ne venait. Et maintenant, je comprends. Il n'y avait pas de vieillard en moi. Il n'y avait pas de vieillard en toi, phrase littéraire que j'ai appliquée à mon cas. Ça m'a permis vraiment de cesser de me poser les questions que tout le monde se pose quand il y a un suicide, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas fait, qui n'a pas vu quoi, etc. Et de me dire, il faut l'admettre maintenant, c'est comme ça, il a décidé ça, et voilà. Et on ne sait pas pourquoi, je pense que quand on décide de se suicider, c'est pas une seule raison, mais tout un faisceau de raisons, et que peut-être la personne qui se suicide, 3 minutes après, regrette déjà de l'avoir fait, on ne sait pas. Mais il faut l'admettre, c'est comme ça, et c'est sa décision. Et donc, ça m'a permis de, voilà, non pas d'avoir moins mal, ni moins de chagrin, mais de vivre avec ça. Et donc après, j'ai commencé à m'intéresser à tous ceux qui parlaient de la mort, et puis à faire ça. Voilà. Mais peut-être qu'on peut revenir à Adem, parce que... Entrons dans Moby Dick. Alors justement, on peut tous lire le livre, mais par contre, avoir des clés comme la dédicace à Yvon Klinkemailly, c'est comme ça qu'il faut dire, à Georgia, qui m'ont embarqué sur le bateau Yves de la littérature et m'ont appris à sonder les profondeurs des eaux sillonnées sous le signe de la joie et de la générosité. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot sur ces personnes et leur rôle dans ta vie d'écrivain? Ce sont mes 2 maîtres en littérature. Le premier, Yvon Klinkemailly, c'était mon professeur de français en secondaire. Et je remercie de m'avoir embarqué sur le bateau ivre, parce que quand il a appris que je voulais faire des études romanes, il était tellement heureux qu'il m'a offert les œuvres complètes de Rimbaud. Donc voilà. Et pour moi, Rimbaud, ça a été très important, grâce à lui d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Et le deuxième, c'est Georges Jacques, c'est mon patron à l'université, mon patron de thèse, et puis voilà, c'est toujours un ami. Voilà. Malheureusement, Yvon Klinkemailly est décédé juste avant que le livre ne soit fini, donc c'est ça. J'ai pas pu lui offrir, mais Georges Jacques, lui, par contre, est très très heureux que je lui ai offert ce livre. Il n'y a pas de professeur d'université dans ce... Enfin, ce livre raconte comment le livre Moby Dick, l'exemplaire original, édité en 1851 à New York, passe de main en main. Et bien sûr, parmi ces mains, il y a des mains réelles, Giono, son traducteur par exemple, il y a des mains imaginaires. Parmi ces mains imaginaires, je ne voulais pas qu'il y ait un professeur d'unif, parce que je trouve que moi je suis déjà et que ça suffit. J'ai pris un professeur de secondaire, mais ce professeur de secondaire doit beaucoup de ses traits à mes 2 maîtres. C'est ça. Merci. Alors, si je ne me trompe pas, donc c'est bien ton premier roman. Oui. Voilà. C'est pas ma première œuvre de fiction, mais c'est mon premier roman. Et est-ce que ça a été un défi particulièrement difficile à relever, ou bien fluide, notamment grâce à cette fameuse technique de la Sibylle? C'est quand même toujours un défi, un premier roman, parce que ce que j'avais fait avant, c'était très différent. J'ai fait un livret d'opéra, mais c'était à partir des textes de Verlaine, donc bon, voilà. Puis c'était une commande, c'était pas moi qui avais décidé spontanément, c'était au moment de 11-2015, et je suis partie des textes de Verlaine et des textes juridiques et tout ça de l'époque du procès. Donc, et puis j'ai fait des nouvelles, mais toutes petites, et des choses de circonstance. Ici, pour la première fois, j'ai eu envie de faire un vrai roman, si je peux dire, c'est-à-dire quelque chose de plus ample, où je pouvais suivre un développement. Et le thème, pour moi, c'était très clair. Je voulais travailler sur la notion d'indemne. Indemne, c'est pas intact. Indemne, l'étymologie, c'est qui a échappé à la damnation. Intact, c'est qui n'a pas été touché. On peut avoir été touché, mais être indemne. Pensez à la lutte de Jacob avec l'ange. Il s'en sort blessé, boiteux, donc il n'est pas intact, mais il est indemne parce qu'il a gardé pleinement sa possibilité de continuer sa vie, de croire dans le futur, de continuer à avoir une vision du futur positive.
Pour moi, c'est ça, ne pas être damné. Hein. C'est ça, être indemne. Et donc ça, je savais que je voulais le faire, mais alors, comme je sortais de 4 années où j'avais dirigé la classe des lettres à l'Académie, et c'était l'année des 250 ans de l'anniversaire de la fondation de l'Académie, je n'avais fait que des textes de circonstances ou de commandes, enfin bon, et j'avais envie, quand ce mandat était fini, de me faire plaisir, et je me suis dit, ben vas-y, essaye le roman, essaye. Ce qui m'a permis, qui a été ma dernière poussette, c'est quand même que j'étais à la retraite à ce moment-là, et moi j'ai toujours eu un peu la crainte, parce que c'est comme ça, c'est un milieu dans lequel on n'a pas le droit de se tromper, et si j'avais, enfin je pense que j'aurais pas eu le temps non plus, mais si j'avais eu le temps d'écrire un roman à cette époque-là, et que ça avait été vraiment un fiasco, je pense que mes étudiants auraient payé mon fiasco. Et ça, je ne voulais pas. Donc là, maintenant, ils ont tous fait leur route, leur chemin sans moi. Si je me trompais, ben voilà, il n'y avait plus que moi qui payais les conséquences. Et donc ça, c'est pas très grave. Personne ne m'attendait sur le roman. Donc voilà, si ça avait été un ratage, ben c'était un ratage et puis c'est tout. Mais ça a marché. Et donc, j'ai décidé de faire un roman. J'ai tout de suite su que je voulais parler, que je voulais prendre comme modèle de Indem Moby Dick. Et puis après est venu très facilement, mais dans le fond, Myriam, personne n'a jamais fait voyager un livre de main en main. Pourquoi ça s'est jamais fait, alors que pour moi c'est une idée de base. Un livre, ça a une vie beaucoup plus longue que les personnages de romans, donc je vais faire une chronique de ce qui arrive à un exemplaire du livre, en passant par les passages obligés, parce que ce livre a vraiment été traduit, est vraiment passé en BD, a vraiment passé dans les mains de certaines personnes, ça c'est historiquement connu, mais il peut passer aussi dans les mains de tas de gens autres. Et donc je vais pouvoir raconter dans le long terme ce qui arrive à un livre. Il arrive des tas de choses à un objet livre, hein. Il est vendu, il est acheté, il est offert, il est perdu, il est trouvé, il est oublié, il est boudé, il est au contraire adoré, il peut servir d'écrin à toutes sortes de choses précieuses, des lettres, des photos, enfin tout ça. Et ça, je voulais pouvoir en parler, de ce que devient un objet livre, de tout ce qui vit, de tous les dangers qu'il encourt, le feu, l'eau, les crocs des animaux, etc. Bon. Et surtout, il passe par toute une série de périodes et par toute une série de mains. Et les gens vont s'emparer différemment de ce livre. On sait tous que le même livre, quand on le lit en étant dans un amoureux, par exemple, ou en deuil, on ne va pas lire la même chose dans le livre. Et donc ça, je voulais aussi avoir l'occasion de le mettre entre des mains différentes pour voir comment on interprète un livre. Et toutes les personnes que j'ai fait intervenir, ce sont toutes des personnes, je ne le savais pas au moment de le faire, c'est après que je me suis rendu compte, ce sont toutes des personnes comme Ismaël, qui sont en quête d'authenticité. Et le livre va toujours les aider, que ce soit en exemple ou en contre-exemple, parce que ça va leur permettre de s'affirmer par opposition. Mais le livre va toujours les aider. Et ça, je crois que c'est une chose que je vis moi, donc je n'ai pas eu de peine à la mettre en mots. Alors, une question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'il faut avoir lu Moby Dick de Melville ou pas? Non, non, ça j'ai absolument voulu que tout le monde puisse le lire sans avoir lu Moby Dick. J'ai fait un petit prologue qui permet de savoir tout ce qu'il y a besoin de savoir. C'est juste 2 pages et on sait tout ce qu'il y a besoin de savoir et il n'y a pas besoin de se connaître Moby Dick. Après, je cite souvent des passages de Moby Dick parce qu'évidemment, si les personnages réagissent au livre, ben je cite des petites phrases du livre pour voir à quoi ils réagissent dans ce livre. C'est un livre tentaculaire, donc il y a tellement de choses que... C'est ça. Voilà. Et en fait, quand vous regardez la table, vous avez 18 prénoms répartis en 17 chapitres et donc chaque fois, il y a le portrait de quelqu'un qui est là. Et ces prénoms, comment te sont-ils venus à l'esprit pour structurer le roman? Parce que tu nous embarques en supposant que nous sommes d'admirables lecteurs avec une culture aussi vaste que la tienne, non? Parce qu'il y a des personnages fictifs comme Ishmaël et il y a des personnages réels et historiques. Alors comment allons-nous nous y retrouver? Ça, c'est ma manière de créer le suspense, en fait. Il faut dire qu'au début, je ne voulais pas qu'il y ait un sous-titre ou un Moby Dick. C'est Actes Sud qui m'a demandé de le mettre et j'ai compris pourquoi. Enfin, pour eux, j'ai compris leur raison. Mais moi, je voulais... En fait, au départ, je voulais même qu'on ne sache pas que ce soit Moby Dick avant 100 pages. Mais bon, après, vu que l'éditeur... C'est la seule chose qu'il m'a demandé de changer, d'ailleurs. Il ne m'a pas changé une autre ligne, mais ça, il a voulu.
En fait, pour moi, comme je vais rentrer dans l'intimité, lire c'est intime, je vais rentrer dans l'intimité des lecteurs, ou des non-lecteurs, parce qu'il y en a aussi qui le boutent, mais peu importe. Le principe c'est, je rentre dans l'intimité des gens, leur vie à eux, pas seulement la période historique dans laquelle ils sont, ou le lieu dans lequel ils sont, parce que ça bouge beaucoup aussi ce livre, ça voyage dans toute l'Europe et jusqu'en Russie. Mais ça fait partie de mon petit jeu, si on joue dans un roman. Hein. Ce n'est qu'après, je pense, 3-4 pages que vous allez comprendre que le Jean qui achète ce livre en deuxième main au marché à Manosque, c'est Jean Giono, et que c'est lui qui va le traduire. Et même chose avec le livre, je joue parce que c'est de la fiction. Parfois, il est sur des planches de bibliothèque à côté d'autres livres. Et comme il est comme Aladdin dans sa lampe merveilleuse, il est dans mon livre, eh bien, il voit tout ce qu'il y a et il peut entrer en contact avec les autres. Et donc, il va entrer en contact. Si je dis Ulysse, tout le monde sait quand je parle d'Ulysse, mais s'il rentre avec Alice, il faut lire un petit peu pour se comprendre. Ah oui, mais c'est Alice au pays des merveilles. Peter, ah mais c'est Peter Pan. Et ça, je trouve que ça fait partie du jeu, du plaisir de reconnaissance. Et si on ne reconnaît pas, c'est pas grave. Par exemple, il y a une allusion à Michaud. On ne la voit pas, c'est pas grave. Si on la voit, on est content de l'avoir vue. Mais si on ne la voit pas, c'est pas grave. Ça n'enlève rien. C'est ça. Je propose de faire comme on fait quand on commence un livre, on lit la première page. Est-ce que tu veux bien la lire ? Ça, je vais lire, d'accord. Jamais je n'aurais cru vivre aussi longtemps. Personne n'aurait parié un sou sur moi dans ma jeunesse. Mais le fil du temps s'est déroulé et je n'ai jamais lâché prise. Eh bien oui, je suis menu, mais résistant, quand d'autres sont des colosses qui s'appuient négligemment sur un pied qui se fracasse. J'ai vu le jour au beau milieu du 19e siècle. Ça en fait des levées de soleil et des tombées de nuit qui s'enchaînent depuis lors. Et le cordage n'est pas joli, un peu roussi, éraflé à bien des endroits, sali ou tordu. Mais j'ai tort de dire ça. Un fil, c'est un fil, ça sert à relier, à réparer aussi. Une chose est sûre, la cordelette de ma vie est impropre à ligoter quiconque, et c'est tant mieux. Elle est plutôt une invitation à larguer les amarres. C'est bien normal pour un marin. Je continue ? Donc tout a commencé en 1850 à la suite d'une lubie de Hermann qui s'est mis à écrire un roman biscornu dans lequel il m'a confié un petit rôle. Au début, je suis bien le seul qui ait accroché. Personne n'en voulait de son histoire. On disait qu'il s'était trompé de héros en misant sur un monomaniaque improbable. Et moi, le petit personnage de l'ombre, c'est sûr que je n'intéressais personne. Hermann voulait mettre en vedette un monstre marin. C'était se moquer du monde. Le seul qui ait fait l'objet d'un récit connu, c'est celui qui avale et qui recrache le prophète Jonas, et bien entendu, la vedette de cette histoire, c'est l'homme, pas la bête. Une baleine avaleuse, ce n'est pas vraiment affriolant. Mais Hermann s'est entêté à écrire son récit abracadabrantesque, alors on l'a cru aussi timbré que son héros, qui entraîne tout son équipage au naufrage à défaut de bon sens. Moi, j'étais presque invisible dans cette aventure. J'ai seulement servi à la raconter après coup, parce que j'ai eu la chance incroyable de m'en sortir. Quand notre vaisseau a coulé, je me suis accroché au bois flottant d'un cercueil, si, c'est vrai, jusqu'à ce qu'un navire me repère en haute mer et me ramène à terre à son bord. Donc, je m'appelle Ismaël, mettons. J'aime cette formule qui m'attribue ma petite part de responsabilité dans ce qui est écrit. Je suis un témoin. Les témoins sont nécessaires puisque les héros meurent et engloutissent leur histoire avec eux. Mais soyons justes, ce n'est pas moi qui suis important, c'est ma parole. Comme participant à l'action, je ne joue qu'un piètre rôle de seconde zone. C'est d'ailleurs ma chance. Si j'avais été plus au centre, j'aurais été entraîné vers le fond et je ne serais pas ici à vous parler de ce livre. Hermann, contrairement à son héros, n'était pas un fou, mais un rusé. Me prévoir, c'était placer le petit point d'appui quasi imperceptible qui fait le levier sur toute l'histoire. Car c'est sur moi, mine de rien, que tout repose. Sans moi, pas d'intrigue excitante, pas de commentaires éclairants, et pas d'épilogue non plus. Je ne suis peut-être que la mémoire d'une catastrophe, mais sans moi, tout serait à l'eau.
Et alors, même si ça doit s'interrompre, je vais quand même poser cette dernière question pour nous faire réfléchir, parce qu'il y a tous les chapitres qui vous attendent, bien sûr, mais tout le monde ne sort pas indemne d'une situation dramatique, mais nous avons bien compris le sens que tu voulais dire. Et je me demandais si écrire était pour toi une façon de rendre hommage à tant de vies et de voix éteintes, parce que tant de personnes n'ont pas la vocation d'écrire ni de laisser des œuvres qui durent, mais d'être au service des besoins primaires. Il y a tant de femmes en particulier qui n'ont pas pu laisser de traces, ou si peu, parce qu'elles n'avaient pas eu le droit ou le temps d'exprimer leur vécu. Et donc, est-ce que c'est une nécessité de remettre au centre de la vie le désir d'être? Bah oui, je réponds oui pleinement, et je pense que vous avez tous compris pourquoi. Merci.